Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va terminer la leçon de reproduction et on va voir l'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus, bien sûr chez la femme. Alors, chez la femme, les règles ainsi que l'ovulation apparaissent d'une façon périodique chaque 28 jours. Parfois, chez certaines femmes, 29, 30, 31 jours, mais la majorité des temps, la plupart des temps, c'est chaque 28 jours. Alors, comment se traduit l'activité cyclique des ovaires et de l'utérus? Quelle relation existe-t-elle entre les ovaires et l'utérus? Cycle menstruel chez la femme. Les règles se caractérisent par la sortie du sang de la vulve. Elles durent de 3 à 6 jours. Ce sont les menstruations. Alors les règles, on peut aussi les appeler les menstruations, qui se manifestent chaque 28 jours. Le cycle menstruel commence le premier jour des règles et il se termine la veille des règles suivantes. Alors le cycle menstruel, il commence le premier jour des règles, non pas à la fin des règles, non, le premier jour des règles et il se termine la veille des règles suivantes. Alors remarque, le cycle menstruel diffère d'une femme à l'autre selon l'état physique, physiologique, selon le climat, selon plusieurs facteurs. L'activité cyclique des ovaires. Les ovaires fonctionnent d'une façon cyclique et on distingue l'interaction de deux phases. Phase folliculaire ou phase pré-ovulatoire, phase lutéinique ou phase post-ovulatoire. Phase pré-ovulatoire, c'est-à-dire avant l'ovulation. Alors, cette phase, elle est caractérisée par le développement d'un follicule primordial qui, arrivant à maturité, libère un ovule. Alors, le jour de la libération de cet ovule s'appelle l'ovulation qui se manifeste le 14e jour, c'est-à-dire 14 jours avant les règles suivantes. La phase lutéinique ou phase post-ovulatoire, elle se caractérise par la transformation du follicule mûr en corps jaune, le reste, c'est-à-dire le reste du follicule. Remarque. Alors, avant de passer à la remarque, je vais expliquer un tout petit peu. Je vous ai déjà dit que la femme, elle possède deux ovaires. Ces deux ovaires, ils sont remplis de follicules primordiaux. Au bas âge, c'est-à-dire quand la fille elle est très jeune, elle est encore petite, ces follicules primordiaux, ils sont en période de dormance, c'est-à-dire ils dorment, il ne faut rien. Alors, arrivant à l'âge de la puberté, un ovule, un follicule primordial va se réveiller dans chaque ovaire, parfois dans les deux, mais c'est rare. Donc, chaque mois, il y a un ovaire dans lequel il va se développer un follicule primordial. Il va se développer et il va se transformer en follicule mûr, en follicule qui va s'appeler le follicule de Crafts. Lorsque le follicule de Crafts sera mûr, 14 jours avant les règles suivantes, il va libérer un ovule. Il va éclater et libérer un ovule. Et ce jour-là, il va s'appeler l'ovulation. 14 jours après, il y aura les menstruations suivantes, les règles suivantes. Alors, pendant cette phase-là, pendant le développement de ce follicule primordial, le follicule primordial lui-même, il va synthétiser une hormone, c'est-à-dire fabriquer une hormone qui s'appelle l'œstrogène. Cet oestrogène, après la fin des règles, elle va être synthétisée par le follicule primordial en développement pour arriver à son maximum le jour de l'ovulation. Après l'ovulation, le follicule de Crafts, ou le follicule mûr, il va se transformer en corps jaune. Ce corps jaune, il synthétise une deuxième hormone qui s'appelle la progestérone pendant les 14 jours qui arrivent avant les règles suivantes. Alors, la progestérone, elle va, le jour de l'ovulation, qu'est-ce qu'on va remarquer? Une petite élévation de température chez la femme. Cette augmentation de température, elle est provoquée par la progestérone. C'est la progestérone qui en est responsable. Alors, cette progestérone, elle va durer 14 jours. Tant que le corps jaune est là, le corps jaune, il va fabriquer la progestérone. Lorsqu'il va dégénérer, c'est-à-dire il va disparaître, il va laisser une cicatrice sur l'ovaire. Le jour de sa disparition, il y aura une diminution de la
progestérone et de l'oestrogène et ça va provoquer les règles suivantes. Pourquoi les règles? Parce qu'il y aura contraction de l'utérus et la contraction de l'utérus, ça va provoquer l'apparition des règles. Alors, ce sont les hormones ovariennes qui commandent le cycle de l'utérus. C'est la baisse du taux d'hormones qui déclenche les règles. Activité cyclique de l'utérus. L'utérus a également une activité cyclique. Cette activité cyclique, elle est commandée par les hormones et les hormones sont sécrétées par l'ovaire. Ils sont sécrétés par le follicule primordial puis le corps jeune qui se trouve dans l'ovaire. Alors, l'utérus a également une activité cyclique au début du cycle, c'est-à-dire pendant la phase préovulatoire, l'épaisseur de la couche interne de sa paroi, muqueuse interne ou endomètre, augmente périodiquement, c'est-à-dire après les règles, et s'enrichit de vaisseaux sanguins qui prolifèrent et de glandes tubuleuses. Alors, en l'absence de fécondation, une partie de la muqueuse utérine est détruite à la fin du cycle menstruel, elle est détruite à la fin du cycle menstruel et elle provoque l'écoulement des règles ou menstruations. Les règles durent de 3 à 6 jours, de 4 à 6 jours, ça dépend des femmes. Après les menstruations, au 6e jour, on aura la réformation de la muqueuse utérine, c'est-à-dire au début du cycle, c'est-à-dire de 1 à 4 jours, ou bien de 1 à 6 jours ou 1 à 8 jours, on aura les règles, on aura les menstruations. Après les règles, qu'est-ce que c'est que les règles? Les règles, c'est l'endomètre qui s'est déchiré. Ce sont ces vaisseaux sanguins qui vont se constituer pendant tout le cycle menstruel et les glandes tubulaires, et ils vont se détruire. Pourquoi? Parce que l'ovaire n'a pas été fécondé. Alors, au 6e jour, c'est-à-dire à la fin des règles, on aura la réformation de la muqueuse utérine, c'est-à-dire la reconstitution de la muqueuse utérine qui devient épaisse progressivement par la prolifération des vaisseaux sanguins et le développement des glandes tubulaires. Le 14e jour du cycle, c'est l'ovulation. Alors, après l'ovulation, la phase lutéinique. La muqueuse, pendant cette phase, la muqueuse s'épaissit davantage et atteint son maximum. Les glandes en tube ou tubulaires deviennent plus longues. Pourquoi? Tout ça, c'est une préparation pour recevoir l'ovule fécondé. Si jamais il y a fécondation, si jamais la femme est mariée, il y a fécondation, cette épaisseur-là va nicher, va se développer le petit. Toutes ces modifications préparent les conditions favorables pour recevoir un embryon en cas de fécondation. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire en absence de fécondation, une partie de cette muqueuse, c'est-à-dire ce qui a été rajouté, va se déchirer et les menstruations surviennent et un nouveau cycle va commencer. Pour bien comprendre la relation entre le cycle de l'ovaire et de l'utérus, on va essayer d'analyser ce tableau. C'est un exercice intégré. Alors, expérience, résultat. Première expérience, ce n'est pas une expérience, c'est une expérience témoin. Ce sont des souris témoins. Vous avez compris ce que ça veut dire, expérience témoin. C'est une expérience à qui on touche à rien pour faire la comparaison entre cette expérience témoin et les autres expériences. Alors, chez les souris témoins, on observe un développement normal cyclique de la muqueuse de l'utérus. On va prendre un lot de souris adultes auquel on va faire une expérience appelée expérience L. Dans cette expérience, on va pratiquer une ovarictomie. Ovarictomie, c'est-à-dire une ablation des ovaires. On en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Qu'il n'y a pas de développement normal cyclique de la muqueuse utérine. Alors, la dernière expérience, on va faire chez des souris adultes une ovarictomie, c'est-à-dire ablation des ovaires, puis injection des hormones ovariennes, c'est-à-dire de la progestérone plus les œstrogènes plus la progestérone. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? Qu'il y a un développement normal cyclique de la muqueuse utérine. Comparer les résultats des deux expériences, L et témoins. Comment agissent les ovaires sur l'utérus? Qu'est-ce qu'on déduit des résultats des expériences précédentes? Réponse. En présence des ovaires, la muqueuse utérine se développe d'une façon normale et en l'absence des ovaires, la muqueuse arrête de se développer. Bien sûr.
Les ovaires agissent d'une manière indirecte sur l'utérus, c'est-à-dire par l'intermédiaire des hormones. On déduit que les ovaires agissent sur l'utérus par l'intermédiaire des hormones sexuelles, qui sont la progestérone et les œstrogènes. Quatrièmement, donc la libération des hormones sexuelles par les ovaires est responsable du développement de la muqueuse utérine. Donc la relation entre les ovaires et l'utérus est hormonale. Conclusion. L'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus est caractérisée par une phase folliculaire ou préovulatoire. Pendant cette phase, un follicule se développe et sécrète les œstrogènes responsables du développement normal et cyclique de la muqueuse utérine, de son épaisseur, de la densité des vaisseaux sanguins et des glandes tubuleuses. À la fin de la phase folliculaire, le follicule s'éclate et libère l'ovule, c'est l'ovulation. Exercice intégré. Nous avons ici deux cycles. Le cycle A chez une femme, elle a un cycle A. Chez une autre femme, elle a un cycle B. On va voir le premier cycle, le cycle A. On remarque que ce cycle, il dure 24 jours. Le cycle B, il dure 33 jours. On va voir les questions. Alors, comparer la durée des deux cycles, A et B. Déterminer le jour de l'ovulation pour A et B. Quelle est la phase dont la durée varie? Quelle est la phase caractérisée par une durée fixe? Déterminer cette durée. Alors, revenons au schéma. Prenons le cycle A. Le cycle A, il dure 24 jours. Le cycle B, il dure 33 jours. Donc, quel est le cycle le plus long? C'est le cycle B. Parce qu'il est le cycle menstruel, il a une durée de 33 jours, pendant que le cycle A, 24 jours. Alors, pour chercher l'ovulation, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà dit que la phase post-ovulatoire, c'est la phase fixe. Et elle dure 14 jours. Qu'est-ce qu'on va faire? 24 moins 14, ça fait 10. Donc, le jour de l'ovulation, c'est le 10e jour. 24 moins 14. Cette phase-là, c'est la phase qui est fixe. Elle ne change jamais. C'est la phase post-ovulatoire. Prenons pour le cycle B. 33 moins 14, ça fait 19. Donc, l'ovulation, elle a lieu le 19. De ces deux cycles, on remarque que c'est la phase pré-ovulatoire qui varie. La phase pré-ovulatoire pendant le cycle A, elle dure de 1 à 10 jours. Là, chez le cycle B, de 1 à 19 jours. Pendant que la phase post-ovulatoire, elle est fixe, elle dure toujours 14 jours. De 10 à 24, ça fait 14. De 19 à 33, ça fait 14 jours. Les réponses. Le cycle B a une durée plus longue que le cycle A, qui a une durée de 24 jours. Alors, deuxièmement, pour le cycle A, le jour de l'ovulation, c'est le 10e jour. Pour le cycle B, le jour de l'ovulation est le 19e jour. Je vous ai montré comment on fait le calcul. La phase caractérisée par une durée fixe est la phase lutéinique, c'est-à-dire post-ovulatoire. Elle dure 14 jours. Et la phase qui varie, c'est la phase pré-ovulatoire. Relation entre cycle ovarien et menstruel chez la femme. Ici, nous avons un schéma. En haut, ça représente le cycle ovarien. En bas, le cycle menstruel. Au milieu, on a un trait sur lequel on observe de 0 à 14, c'est la phase folliculaire. De 14 à 28, c'est la phase lutéale ou lutéinique. Alors, pendant la phase folliculaire, il y a une croissance du follicule. Le follicule primordial. Alors, pendant la croissance du follicule, avant la croissance du follicule, tout d'abord, il y a les menstruations. Les menstruations de 1 à 4 jours, par exemple, ou bien de 1 à 6 jours. Puis, après les menstruations, il y a un développement du follicule primordial qui va se développer et qui va devenir un follicule de Graft, qui va devenir mûr, qui va s'agrandir et qui va devenir mûr. En même temps qu'il grandit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il synthétise? Il synthétise les œstrogènes. Ces œstrogènes, elles agissent sur l'utérus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils développent la muqueuse utérine, ils développent le nombre de vaisseaux sanguins qui prolifèrent, les glandes tubuleuses qui s'agrandissent. Tout ça, ça prépare l'utérus à recevoir un nouveau-né. Alors, au 14e jour, on a l'ovulation. Alors, après l'ovulation, le follicule de Graft ou le follicule mûr, il va se transformer en corps jaune. Ce corps jaune, il va synthétiser la progestérone. Et ce corps jaune, il va dégénérer vers la fin du cycle, c'est-à-dire
avant les règles suivantes. Chez qui? Chez une fille qui n'est pas enceinte, ou bien chez une femme dont l'ovule n'a pas été fécondé. Alors, chez une femme qui sera enceinte, qui a l'ovule fécondé, qu'est-ce qui va se passer? Ce corps jaune, il va persister, il ne va pas dégénérer, et il va toujours sécréter ou synthétiser la progestérone, qui est responsable de cette muqueuse, de l'épaisseur de cette épaisseur. Au bout de 9 mois, lorsque le bébé aura terminé son développement, il y aura une baisse de taux d'hormones, surtout de la progestérone. Le jour où cette hormone va baisser, il y aura une baisse de température, il y aura les contractions de l'utérus qui vont chasser le petit. Sinon, chez une jeune fille, le jour de l'ovulation, il y aura une petite élévation de température, mais un jour avant les règles, lorsque la progestérone va baisser, il y aura une baisse de température, il y aura des contractions de l'utérus qui vont faire mal à la jeune fille, puis ça va provoquer les règles, les menstruations, qui sont ce surplus de la muqueuse de l'endomètre qui va être chassé pour avoir un nouvel utérus pour refaire le même travail le mois prochain. Chaque mois, l'utérus, il se prépare pour recevoir un nouveau-né. Si le nouveau-né, il est là, si l'ovule est fécondé, alors l'épaisseur, ça va persister 9 mois. Sinon, il y aura les règles qui vont se manifester par la sortie du sang, par la sortie de ces vaisseaux sanguins et l'endomètre qui va se déchirer. Période féconde et période stérile. Période féconde, c'est-à-dire les périodes où la femme elle peut tomber enceinte si elle a un rapport sexuel avec son mari. Période stérile, non, on va le voir dans un schéma. Après l'éclatement du follicule, l'ovule a une vie brève, 24 heures. Les spermatozoïdes de leur côté, une fois qu'ils se trouvent dans l'appareil génital féminin, ne vivent guère plus longtemps. 30 à 40 heures au maximum. Pour que se fasse la fécondation, il est donc nécessaire que le rapport sexuel ait lieu le jour de l'ovulation, ou bien le jour qui précède, ou encore le jour suivant. Au-delà de ce délai, la fécondation n'est en principe pas possible. Schéma des périodes fécondes de la femme avec un cycle de 28 jours. Alors prenons une femme qui a un cycle de 28 jours. Le début du cycle, ça va commencer par les règles. 4 jours. Le trait rouge, ça représente les règles. 1, 2, 3, 4. Par exemple, prenons cette femme qui a ses règles qui durent 4 jours. Alors, du 1er jusqu'au 9, c'est une période stérile. Qu'est-ce que ça veut dire une période stérile? C'est-à-dire à la fin des règles. Parce que là, une petite remarque, c'est que la femme n'a pas le droit de faire des rapports sexuels pendant les règles. C'est pas hygiénique et c'est interdit. Il y a du sang qui sort, c'est pas hygiénique. Hein. Ça peut provoquer des maladies. Alors, quand est-ce que la femme, elle peut faire un rapport sexuel avec son mari? Le 5e jour, c'est-à-dire à la fin des règles. À la fin des règles, prenons ici par exemple du 5e au 9e jour, c'est une période stérile. Elle peut faire l'amour avec son mari, elle peut avoir des rapports sexuels sans qu'elle tombe enceinte. Donc c'est une période stérile. Du 10e au 17e jour, là, il y aura l'ovulation. Donc c'est une période féconde. Là, il y a risque de tomber enceinte pour la femme. Du 18e au 28e jour, c'est une période stérile, c'est-à-dire où la femme ne peut pas être enceinte. Mais il y a une petite remarque que cette période féconde, si la femme ne veut à tout prix pas avoir d'enfant, elle peut l'étaler. Elle peut, c'est-à-dire partir du 7e jour jusqu'au 22e ou bien 21e jour pour qu'elle ne tombe pas enceinte. Sinon, elle peut tomber enceinte. Schéma des périodes fécondes avec un cycle de 31 jours. Alors, pour un cycle de 31 jours, on va voir ici les règles 4 jours. Du 5e jour jusqu'au 12e, c'est une période stérile. Du 13e au 20e, c'est une période féconde. Du 20e jour jusqu'au 31e jour, c'est une période stérile. Mais comme je vous ai dit, la période féconde, si on étale bien la période féconde, alors ça risque de ne pas, la femme risque de ne pas tomber enceinte. Mais ici,
euh, il est fort probable qu'elle peut tomber enceinte, hein. Et ça dépend de chaque femme, hein. Pour calculer la période féconde chez la femme, c'est-à-dire la période où la femme peut tomber enceinte, alors si le cycle est régulier, qu'est-ce que ça veut dire un cycle régulier et un cycle irrégulier? Pour une femme qui a un cycle régulier, elle aura ses règles. Par exemple, si elle a un cycle de 28 jours, elle aura ses règles toujours au début, au- à la fin de chaque 28 jours. Si elle a un cycle de 30 jours, chaque 30 jours, au bout de chaque 30 jours, elle aura ses règles. Pour une femme qui a un cycle irrégulier, alors pour ce mois, elle aura ses règles au 28e jour. Pour l'autre mois, elle aura au 28e jour. Alors, vous avez compris ce que ça veut dire le cycle régulier et le cycle irrégulier. Alors, si le cycle est régulier, c'est-à-dire de 25, 28 ou 30 jours, la date de l'ovulation se situe entre le 16e et le 12e jour, avant la date à laquelle les règles suivantes sont attendues. Si le cycle est irrégulier, la période qu'il faut considérer comme féconde est plus longue. On ne peut savoir en effet quand aura lieu la prochaine menstruation et il faut alors la prévoir sur la base des cycles précédents en tenant compte de la durée maximum et de la durée minimum des cycles menstruels. La période féconde dans ces cas commence 19 jours avant la date présumée des menstruations, calculée sur le cycle le plus long. Cette méthode n'est pas forcément valable pour toutes les femmes. Et ainsi prend fin notre leçon. La prochaine fois, on va voir de la fécondation à la grossesse, c'est-à-dire la grossesse de la femme, peut-être de la fécondation à la naissance du nouveau-né. Ce serait la leçon de la prochaine vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine.